Avec nous, Albéric de Serran, on l'a bien compris, l'inquiétude, c'est le manque de professeurs. On le sait, c'est un enjeu, un défi en tout cas pour l'éducation nationale. On se souvient, il y a quelques années, dans nos communes, il y avait le maire, il y avait le gendarme, il y avait le curé, et puis il y avait le maître d'école, finalement. Aujourd'hui, pourquoi on a tant de mal à trouver ces enseignants? Pourquoi l'éducation nationale, au fond, elle n'attire plus? On n'arrive plus à susciter de vocations, de vrais enseignants et non pas de remplaçants qui viendraient au pied levé quand il y a un absent. On a peur de l'éducation. Pourquoi? Parce que depuis 30-40 ans, progressivement, on interdit d'éduquer. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était que l'éducation. L'éducation, c'est l'amour. Et on a très peur de ce mot, même dans l'éducation. On a très peur de dire « j'aime mes élèves ». Je les aime. Oui, Je pose un regard d'amour sur mes élèves. L'autorité, quand Grégoire Ancel parle d'autorité et d'autoritarisme, il a parfaitement raison. La chute vers le totalitarisme chez les professeurs, elle est due, et il l'a bien dit, un manque de formation des professeurs. Et c'est réel. Ils ne savent pas comment communiquer avec les parents, avec les professeurs, avec les élèves, même entre collègues. En communication, vous savez, dans les écoles de communication et de commerce, on a une matière qui s'appelle la communication. C'est pas apprendre à faire des mails et à écrire des mails, c'est la posture. Savoir comment regarder les gens, comment poser son corps, comment poser sa voix, comment, rien qu'un regard, avec un petit clin d'œil, un joli sourire, on fait taire un groupe de 5 enfants. Pourquoi? Parce que ça s'apprend plus, ça, dans la formation. Mais on n'apprend pas cela dans notre métier. On apprend à être bon, et c'est déjà très bien, à un certain niveau académique. D'ailleurs, il faut en discuter sur le niveau académique aujourd'hui. Mais sur le niveau académique, on essaye de vérifier que le professeur est capable d'enseigner, mais il n'est pas capable d'enseigner dans la forme, dans le savoir-faire. Et transmettre, c'est susciter la curiosité, c'est donner envie de chercher, de devenir un élève en recherche. Et éduquer, c'est aimer. Aimer, ça veut dire être capable, devant l'élève, de lui dire non, parce que j'ai un infini respect pour ce que tu es, et je condamne ce que tu es en train de faire qui n'est pas cohérent avec ce que tu es. Alors là, la question de l'autorité, effectivement, monsieur, le souhait de plusieurs élus, notamment Éric Ciotti, aujourd'hui dans les colonnes du JDD, je vais le citer. Nous souhaitons lancer une expérimentation dans ce sens dans les collèges des Alpes-Maritimes, en accord avec le président du conseil départemental. Ce serait la meilleure réponse contre ceux qui cherchent à contourner la loi. Albéric de Serran, vous avez dirigé plusieurs établissements privés, notamment dans des quartiers difficiles, et vous aviez instauré le port de l'uniforme, justement. Alors peut-être que vous pouvez nous partager votre retour d'expérience sur ce sujet. Alors d'abord, le port de l'uniforme, pédagogiquement, on a décidé d'observer dans les quartiers comment les jeunes s'habillaient. Donc suite, on a essayé de définir que le t-shirt serait le t-shirt de tous les jours, donc on n'allait pas non plus leur demander la chemise, qui fait un peu mariage. C'est vrai, quand on a fait un intermédiaire, on peut penser cravate un peu à l'anglaise. Voilà. Et là, on avait choisi le polo. Le polo avec le sweat à capuche, parce qu'ils aimaient bien la capuche. Alors, certains professeurs disaient il ne faut pas la capuche parce qu'on n'arrive pas à leur enlever. Si, justement, c'est éducatif et pédagogique de leur dire maintenant, t'enlèves ta capuche pour rentrer, etc. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, je suis formellement opposé à la proposition telle qu'elle se présente. Mais par contre, avoir l'uniforme en France, ça serait génial. Mais pas comme on la présente, comme une fuite à une problématique qui est aujourd'hui la baya, parce que depuis quelques années, depuis quelques décennies, on a le droit à toute la gamme vestimentaire due à la religion musulmane. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment les élèves peuvent se reconnaître et s'identifier comme élèves, comme un footballeur s'identifie quand un enfant arrive le mercredi après-midi au terrain de foot, il sait qu'il va jouer au ballon parce qu'il vient d'enfiler son petit t-shirt, il a enfilé aussi son short à la couleur de son club et il sait à qui il appartient, il sait pourquoi il va passer ces 2 heures, c'est-à-dire à jouer au foot. Donc que ça soit vraiment un outil
pédagogique avant tout. Et c'est pour ça que l'uniforme est rentré avec une facilité déconcertante dans les 2 écoles que j'ai créées. Le 30-20 qu'on voit d'ailleurs à l'antenne. Mais c'est quoi cette différence entre une chamaillerie et du harcèlement? Parce que peut-être que des élèves sont victimes de harcèlement, qui sont mal dans leur peau, ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils disent mais non, c'est rien, c'est peut-être de ma faute. Ou alors c'est juste une petite tape derrière la tête, c'est juste une petite insulte. Mais il y en a plusieurs. Alors, à partir de quand? Qu'est-ce que vous diriez? Quand il y a simplement une répétition, quand on essaye d'arrêter les chamailleries et que ça ne s'arrête pas, quand à un moment, psychologiquement, ça va plus, mais que ça continue aussi de la part de leurs camarades. Ça, c'est du harcèlement. Le harcèlement, il faut bien distinguer les chamailleries et du harcèlement. Et dès l'instant qu'il y a répétition, c'est du harcèlement, surtout si ça ne s'arrête pas. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à appeler ces numéros, le 30-20, 30-18, que ce soit les parents, même les professeurs ou même les victimes du harcèlement. Albéric de Serran, ancien directeur d'établissement, est avec nous. La question de l'éducation, vous la connaissez depuis longtemps. Vous avez eu vous-même des élèves. On a le sentiment, effectivement, qu'il y a quelques années, on parlait pas de cette question. Vous nous le disiez, Elian, il y a 5 ans, on ne mettait pas des mots, finalement, sur le harcèlement. Ça a toujours existé ou pas dans les établissements? Ça a toujours existé. Vous y avez été Moi, personnellement, en raison d'idéologie et de mon nom de famille, je l'ai payé très cher. Et j'ai été obligé de changer 3 fois d'établissement. Et c'était dans le collège. C'est le collège qui est le plus porteur à un harcèlement vraiment violent. Et comme directeur d'établissement, vous l'observiez également? Oui. Alors, la vocation de mon établissement était justement d'accueillir des harcelés, parce qu'il fallait les reconstruire, les réconcilier avec l'école et avec leur potentiel, parce qu'ils ne croient plus en leur potentiel, ils ne croient plus en rien, parce que ça les atteint. Et on a un harcèlement moderne qui est terrifiant. Il est vraiment un impact terrible. C'est une chose d'être dans les années 80 asticoté dans le car, asticoté et vraiment humilié même devant les professeurs et à la cour de récréation. C'en est une chose, mais on rentre à la maison, on souffle, on pleure, on parle et on est libre. On est libre le week-end. Sauf qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais maintenant, c'est fini ça. Et c'est ça qui est vraiment terrible. C'est-à-dire que c'est une atteinte à l'intimité. Un élève harcelé a quand même le droit d'avoir un téléphone portable, bon sang de bois. Et finalement, il ne peut même pas l'avoir parce que c'est finalement la source de sa souffrance. Et c'est d'une violence. Surtout, vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et un SMS... et des insultes sur portable, ça a une portée sur un enfant qui cherche sa stabilité, qui construit ses fondations même pour la personne qui sera demain. Vous imaginez un peu l'impact que ça a. Et moi, je trouve qu'il y a une force incroyable chez l'enfant réconcilié et soutenu. Et il lui faut de l'écoute, de la prise en considération et surtout que l'on prenne les événements au sérieux. Et ça a été la fuite. On la voit d'ailleurs, voilà. Cette force chez Elian ce soir qui vient témoigner sur ce plateau. Et effectivement, il y a l'enjeu des réseaux sociaux. C'est ça aussi cette réalité. Vous rentrez chez vous le soir dans votre chambre et le harcèlement se poursuit sur les réseaux. Et ça continue sur tous les réseaux sociaux, hein, même notamment des réseaux où les messages se suppriment, et c'est pire pour prouver ensuite le harcèlement. Je pense, et si je peux me permettre, rappeler le 30-20 qui est un numéro qui est capable de supprimer des contenus sur les réseaux sociaux, des contenus en un temps record, je crois, c'est au-delà de 15-30 minutes. Cette plateforme, et c'est e-enfance qui la gère, est capable de supprimer des publications, des photos haineux pour des personnes qui sont harcelées. Donc c'est e-enfance et ça marche très bien. Albéric de Serran, vous voulez Oui, si Elian sollicite et invite les jeunes à sortir de leur torpeur et de leur peur, moi, en tant que chef d'établissement, je peux vous dire qu'il faut que les chefs d'établissement soient courageux et qu'ils posent le point sur la table et qu'ils n'attendent pas seulement le conseil de discipline au bout d'un mois ou de 2. Faut-il encore prennent vraiment en forme. Elian, on ne l'écoutait pas. Voilà. Le problème, c'est que la communauté éducative, les enseignants, les directeurs d'école... Mais parce qu'on en a peur, on a peur de la problématique que ça va poser, on a peur du conflit avec les parents des harcelés, on a peur, parce que tout d'un coup, tout le monde se présente harcelé. Hein. Le harceleur est le premier à se présenter harcelé et victime. Alors qu'en fait, c'est machiavélique, il est profondément. Donc c'est un vrai combat. Il faut faire corps avec l'équipe pédagogique, qui ne doit pas être que seulement une équipe pédagogique, mais un corps pédagogique dans l'école. Parce que c'est la force de ce corps qui va soutenir un harcelé
Et puis surtout, par pitié, arrêtons de dire « Allez, on le met, le harceleur, on va le mettre dans une autre école. » Mais quand est-ce qu'on va le former ? Quand est-ce qu'on va s'occuper de le former ? Ce harceleur va partir dans une autre école, mais va-t-il être formé ? Absolument pas. Il va être sanctionné, mais pas formé. Et moi, c'est ça qui me met en colère. C'est-à-dire que c'est inadmissible de voir le vide, mais le vide impressionnant civique dans notre société. Quand on voit tous les faits d'actualité que nous avons, qui sont dus à des actes de violence chez des jeunes de 16 ans, 21 ans, 18 ans, ils avaient quel âge pendant le Covid ? Ils avaient 13 ans, 14 ans, ils ont été déscolarisés, ils n'ont rien reçu. Il y a un vide de formation civique. Et précédant la crise du Covid, on n'avait même plus la possibilité de faire de l'éducation civique parce que le programme de l'éducation nationale sur le plan de l'histoire et de la géographie était trop ample pour laisser place à au moins 1 heure d'éducation civique pour un professeur d'histoire. Donc nous sommes face à 6 et même 7 ans d'absence d'éducation civique dans nos écoles. Ne nous étonnons pas d'avoir des jeunes de 14, de 15, de 16, de 18, de 21 ans qui crament des camions, qui violentent des jeunes et qui font force de harcèlement. Il y a la responsabilité des parents à prendre en compte, ce qu'on appelle la communauté éducative qui doit aussi inclure les parents, monsieur le maire. Ce qu'on nous dit souvent, c'est que le parent de l'harceleur, il nie le problème. Il donne raison à son enfant. Mais même sur d'autres sujets, les gendarmes te disent les parents sont contre moi, sont contre l'ordre, sont contre l'autorité. De ce fauteur de troubles-là, il faut, encore une fois, le mettre en cause clairement. Mais sur ces fautes et sur ces trucs, qu'ils soient en voiture, qu'ils soient sur du cyberharcèlement ou autre, on ne peut plus accepter ce qui se passe dans notre société aujourd'hui en 2023. Albert Gusson. C'est peut-être une expression désuète, mais ils sont mal élevés. Ils sont mal élevés, ces jeunes. Et ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, ils ont une mauvaise formation. Et cette formation, elle se fait par un entraînement très efficace, qui est d'ailleurs remarqué par l'État, puisqu'on les déclare multirécidivistes. Donc, ils ne cessent de s'entraîner dans une formation qui n'est pas la bonne. Et donc, c'est une chose de pleurer le résultat, c'en est une autre, de stopper ce qui est à l'origine de ces résultats déplorables aujourd'hui, et même de récupérer, parce que c'est possible encore, moi j'y crois, moi je crois en l'être humain. Et donc, on peut récupérer des harceleurs et faire d'eux des gens qui auront même une compassion et qui auront même une capacité de vivre autre chose. Mais cela dépend d'une formation. Enfin, il faut aussi sensibiliser nos enfants. Enfin, je veux dire, il y a une loi qui existe, mais qui n'est pas appliquée. Moi, j'ai 2 adolescents. J'ai ma nièce donc, qui a 13 ans maintenant, mon fils qui a 14 ans. Et aujourd'hui, ils n'ont eu aucun cours à l'égalité filles-garçons, à l'éveil à la sexualité, rien du tout. On a un ancien directeur d'établissement, justement, effectivement, cette question, elle s'aborde dès le plus jeune âge. Et alors là, je rejoins tout à fait madame, parce que j'ai été très surpris par finalement l'écoute et la prise au sérieux d'arguments qui n'avaient jamais été donnés dans mon école. Et j'étais dans le 9-3, et les 2 écoles que j'ai créées, à chaque fois j'étais devant des petits boutchous qui n'hésitaient pas à lever la main contre les filles, parce que c'était une école mixte, et systématiquement, on prenait la belle expression « on ne frappe jamais une femme, même avec une rose », et on était dans une sanction éducative très claire. C'est-à-dire que j'appelais le père de famille, le soir même, à venir expliquer à son fils qu'on ne frappe pas une jeune fille. Ni une femme, ni sa mère, ni sa grand-mère. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que se déclenche non pas l'ignorance qui devient parfois violence, mais se déclenche du coup un amour responsable. Et l'homme devient protecteur et porteur. Et il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de sexe faible, pas du tout. C'est on ne touche pas une femme et on ne se bagarre pas entre hommes. Voilà, c'était les 2 directives que l'on donnait. Et ça porte des fruits immédiats. Vous savez, hein, je ne veux pas crâner, hein, mais les 2 écoles que nous avons créées, qui depuis maintenant 10 ans ont vécu, je n'ai pas un élève qui a cramé des bagnoles en juin et en juillet. Pas un. Et ils ont tous des noms de banlieue.
Donc vous voyez, c'est pas difficile d'élever et d'éduquer avec amour et respect des enfants. Mais il faut les réveiller. Et la volonté, Jean-Michel Fauvergue.